Voilà. Alors dans votre formation, il y a un cours, l'un des cours qui sont aussi importants pour vous, donc c'est la partie développement mobile. En principe, aujourd'hui, comme c'est le premier cours, donc je vais vous parler de l'écosystème du développement mobile, quelles sont les différentes technologies qui sont utilisées pour développer des applications mobiles. Et c'est quoi la différence d'abord entre les différentes techniques de développement mobile. Et particulièrement aujourd'hui, on va s'intéresser au développement natif avec Android. Et avant ça, donc en principe, il faut juste savoir une chose au début, c'est que en fait, il y a deux manières avec lesquelles on peut développer des applications mobiles. On peut faire ce qu'on appelle soit le développement mobile natif. Alors natif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous développez une application mobile pour une plateforme donnée. Alors vous savez qu'aujourd'hui, donc au niveau des devices, c'est-à-dire au niveau des smartphones ou des tablettes, c'est-à-dire des appareils mobiles, en fait, il y a trois plateformes qui sont, on va dire, utilisées, qui sont connues. Il y a Android, le système Android. Il y a le système iOS. Alors, donc là, c'est iPhone, c'est le iPad et tout ça, c'est la technologie en fait iOS. Et après, avec une petite quantité c'est-à-dire de smartphones qui utilisent Windows Phone. Donc vous avez trois plateformes qui sont assez connues. Donc soit Android, le système Android, soit le système iOS, soit le système Windows Phone. Avant même ces trois systèmes, il y avait quelque chose de très ancien. Il y avait une plateforme qui s'appelait BlackBerry. En fait, BlackBerry, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps, mais qui n'existe plus. Mais on va dire que d'une manière générale, aujourd'hui, au niveau des consommateurs, dans la majorité des cas, vous avez un appareil mobile qui est basé sur le système soit Android, soit iOS. Et même Windows Phone, il n'est pas très, on va dire, utilisé en grande quantité. C'est-à-dire en termes de pourcentage d'utilisation, c'est relativement très faible par rapport au système Android et système iOS. Alors maintenant, si vous voulez développer des applications mobiles qui vont fonctionner sur les trois plateformes. Alors si vous voulez développer l'application pour le système Android, si vous faites le développement natif, il faut utiliser un langage de programmation Java. Parce qu'en fait, le système Android, il est basé sur le langage Java. Mais après, on va voir que on peut utiliser Java. Et également, on peut utiliser un langage qui s'appelle Kotlin. Donc, et après, vous allez voir que Kotlin, c'est un langage qui est basé sur Java. Donc ça, c'est le langage utilisé pour développer des applications mobiles Android. Après, il faut installer un kit de développement Android, ce qu'on appelle un SDK Android. Et après, il vous faut en fait un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement intégré. Et dans la majorité des cas, c'est Android Studio qui est utilisé. Donc ça, c'est l'IDE que vous allez installer pour développer des applications mobiles Android. Mais après, si vous voulez publier, si vous voulez distribuer vos applications mobiles, donc vous savez, il y a la plateforme Google Play à travers laquelle vous pouvez diffuser vos applications mobiles. Donc ça, c'est le système Android. Donc si vous voulez faire du développement natif, il faut utiliser le langage Java, il vous faut un SDK Android, il vous faut un IDE comme Android Studio. Tout ça, il faut l'avoir. Mais après, si vous voulez encore développer l'application pour iOS, il faut carrément changer. Il faut utiliser un autre langage de programmation qui s'appelle Objective-C. La même chose, on peut utiliser également un langage qui s'appelle Swift. Il faut installer un SDK iOS. Il vous faut une plateforme de développement qui est basée sur ce qu'on appelle Xcode. Et après, si vous voulez distribuer des applications c'est-à-dire vous voulez distribuer des applications à iOS, et il faut passer via Apple App Store, ça vous le connaissez. Alors, si vous voulez développer les applications natives pour Windows Phone, il faut utiliser le langage de programmation C#. Il vous faut un Windows Phone SDK. Vous utilisez un IDE comme Visual Studio ou Visual Studio Code, enfin Visual Studio d'une manière générale. Et après, vous avez Microsoft Marketplace, c'est pour publier, donc, c'est-à-dire les applications
mobile Windows Phone. Alors, ce qui fait que si vous voulez développer les applications mobiles natives, c'est-à-dire vous voulez faire ce qu'on appelle le développement natif. Alors, si vous voulez faire le développement natif, vous avez besoin d'avoir 3 compétences. Il faut maîtriser 3 technologies qui sont différentes. Donc, ce qui fait que le développement natif, ça coûte trop cher pour les entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises, parfois, vous allez passer beaucoup de temps à développer l'application pour Android. Une fois que vous aurez terminé, vous allez recommencer tout le travail pour le système iOS. Mais il se trouve que quand vous développez pour une plateforme, c'est une nouvelle logique de programmation. Ça veut dire il y a double effort à faire. Un effort pour développer des applications Android et un autre effort qu'il faut faire pour développer les applications iOS. Alors, parfois, les entreprises, généralement, ils vont recruter un spécialiste Android et un spécialiste iOS. Alors, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le développement mobile natif. Natif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous écrivez l'application directement avec le langage de programmation qui est supporté par le système. Alors, ça, c'est le développement natif. Est-ce que c'est clair cette première partie? Messieurs, j'ai besoin d'un feedback, ok? Oui. Alors bien sûr, à chaque fois, s'il y a une question, vous pouvez la poser. Avant de passer au développement cross-platform. Voilà, très bien. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions à ce niveau-là. Alors maintenant, sinon, il y a un autre moyen qui est très pratique, avec lequel on peut développer des applications multiplateformes, c'est-à-dire des applications mobiles pour les différentes plateformes, aussi bien pour Android, pour iOS, pour Windows Phone. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle le développement mobile cross-platform. Alors, en fait, c'est quoi le cross-platform? Quand vous dites le développement mobile cross-platform, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'écris une application une seule fois. Donc, je développe mon application une seule fois avec un langage, avec une technologie quelconque. On va parler de ces technologies. Mais après, à partir de mon application, je vais générer la version Android, je peux générer la version iOS et je peux également générer la version Windows Phone. C'est-à-dire un seul développement pour différentes plateformes. Alors, c'est ce qu'on appelle tout simplement le développement mobile cross-platform. Alors maintenant, si vous voulez faire des développements mobiles cross-platform, il y a des technologies qu'il faut utiliser. Alors, on peut faire ce qu'on appelle le développement mobile hybride. Alors, si on fait le développement mobile hybride, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout simplement, on va utiliser HTML, CSS, JavaScript pour tout ce qui est les interfaces utilisateurs. C'est-à-dire que si vous faites du développement hybride, ça veut dire que la logique présentation, ça va être toujours comme vous faites avec la technologie web. Vous utilisez du HTML, CSS et du JavaScript pour tout ce qui est la logique présentation, c'est-à-dire tout ce qui s'affiche. Ça veut dire que tout ce qui s'affiche, désolé, alors ça veut dire que tout ce qui s'affiche, donc c'est du HTML, CSS, et après l'interactivité avec l'utilisateur, on va utiliser du JavaScript, comme vous le faites exactement pour les applications web. Mais après, il reste quelque chose. Qu'est-ce qui reste? C'est que pour interagir avec les fonctionnalités natives de votre appareil mobile, par exemple, vous voulez utiliser la caméra, vous voulez utiliser par exemple la géolocalisation, vous voulez utiliser donc la galerie d'images, vous voulez utiliser les fonctionnalités natives. Alors, sachant que chaque système mobile offre des fonctionnalités natives. Donc, si vous faites le développement hybride pour utiliser les fonctionnalités natives du téléphone, on fait appel en fait à un outil qui s'appelle Cordova. Alors, en fait, Cordova, c'est quoi? En fait, on utilise ce qu'on appelle des plugins ou bien des plugins Cordova. En fait, Cordova, c'est quoi? Un plugin Cordova, si vous voulez, se compose de 2 parties. Il y a une partie JavaScript
Parce qu'en fait, mon application que j'écris, je l'écris avec du JavaScript. Donc, ça veut dire que si je veux faire appel à Cordova, je vais utiliser la partie JavaScript de Cordova. Et la deuxième partie du plugin Cordova, c'est des codes natifs. Natif, ça veut dire quoi? C'est du Java pour Android, c'est du Objective-C, c'est pour iOS, c'est du C# pour la partie, on va dire, Windows Phone. Donc, ça veut dire que pour pouvoir interagir avec les fonctionnalités natives de votre appareil mobile, c'est-à-dire tout ce qui est, comme je disais, la caméra, la géolocalisation, les capteurs les accéléromètres, les capteurs de température, je sais pas. C'est-à-dire, si vous voulez utiliser tous les capteurs qui sont fournis par votre téléphone, ben, votre application, votre code JavaScript a besoin d'utiliser ce qu'on appelle des plugins Cordova. En fait, c'est ces plugins Cordova qui vont se charger d'interagir avec votre smartphone. Donc, alors, maintenant, si vous voulez développer des applications mobiles en utilisant la technologie hybride, donc, je disais donc, voilà, donc si vous faites du développement hybride, donc principalement, votre programmation va être basée sur HTML, CSS, JavaScript. Donc, avec ça, vous allez programmer des applications mobiles, mais quand vous allez générer la version Android, ou bien à partir de votre application, vous pouvez générer la version Android, vous pouvez générer la version iOS et la version Windows Phone. Alors pour cela, dans votre développement, vous aurez besoin d'utiliser un outil qui s'appelle Cordova. Donc on aura l'occasion donc de voir comment l'utiliser pour pouvoir générer donc pour interagir avec la partie native de votre appareil mobile. Alors maintenant, quelles sont les plateformes qu'on peut utiliser pour développer des applications mobiles hybrides? Alors, historiquement, il y avait une plateforme qui s'appelait PhoneGap. En fait, PhoneGap, c'est une plateforme qui existait depuis très longtemps. Il était open source, PhoneGap, donc il était utilisé, donc il est basé toujours sur HTML, CSS, JavaScript avec Cordova. En fait, avec PhoneGap, en quelque sorte. Mais après, par la suite, il a été racheté par Adobe. C'est-à-dire PhoneGap a été racheté par Adobe. Et la version open source de PhoneGap, elle est passée sous la licence Apache. Et Apache lui a changé de nom avec le nom Cordova. Donc ça veut dire que si vous entendez parler de Cordova ou bien PhoneGap, en fait l'origine c'est la même chose. La technologie s'appelle PhoneGap, mais actuellement la version payante, en fait il s'appelle PhoneGap. Il est sous la licence de Adobe. Et après donc la version open source et gratuite c'est Cordova. Alors IBM a également sa propre plateforme qui s'appelle IBM Mobile First. Et la technologie qui est plutôt donc la plus connue à ce niveau-là, et d'ailleurs que vous allez voir, c'est Ionic. En fait, Ionic, c'est un framework qui permet de faciliter la création des applications mobiles hybrides. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le développement mobile hybride. Alors, notez bien, le développement mobile hybride, il se base sur tout ce qui est HTML, CSS, JavaScript. Ça veut dire que c'est parfait pour quelqu'un qui a déjà l'habitude de travailler de faire des développements web, quelqu'un qui maîtrise déjà des frameworks JavaScript comme Angular, par exemple, c'est des frameworks que vous aurez l'occasion d'utiliser. Donc, c'est plus simple d'utiliser le développement mobile hybride. Alors, sauf que avec le développement mobile hybride, en fait, du moment qu'on fait l'affichage avec le rendu, c'est du HTML, CSS. Alors, parfois, pour des applications qui demandent beaucoup de rapidité au niveau de l'animation, par exemple, vous voulez faire un jeu 3D ou des applications relativement qui demandent en fait une vitesse, c'est-à-dire d'animation qui est très importante. Alors, généralement, le développement hybride, il est moins performant. Donc, ça marche pour la bonne partie des applications, une bonne partie des applications, si vous voulez. Mais par contre, pour quelques applications, c'est-à-dire qui ont besoin de plus de rapidité, c'est-à-dire de rendu assez rapide, donc c'est pas très performant. Alors c'est la raison pour laquelle il y a d'autres technologies qui ont été créées également et qui permettent également de faire le développement mobile cross-platform.
Alors, c'est qui permettent de faire le développement mobile cross-platform, mais cette fois-ci avec une technique qui est différente que celle du développement hybride, c'est-à-dire dans lequel on ne va pas utiliser HTML, CSS, notamment pour la logique présentation. Alors, parmi ces technologies-là, donc c'est ce qu'on appelle native cross-platform. En fait, le développement native cross-platform, c'est une manière de développer des applications cross-platform, mais en utilisant des techniques qui sont différentes. Alors, parmi ces technologies, il y a React Native. En fait, React Native, il est basé purement sur du JavaScript, mais en utilisant un framework qui s'appelle React.js. Alors, je crois que les gens qui développent avec des applications web d'une manière générale connaissent le framework React.js. Donc, avec ce framework React.js, en fait, React Native a fourni un ensemble c'est-à-dire de librairies qui peuvent être utilisées rien qu'avec du JavaScript et le framework React.js, on peut créer une application mobile cross-platform. Alors, généralement, les applications mobile React Native sont relativement plus rapides que les applications mobiles hybrides au niveau des rendus. Alors, je vais vous expliquer par la suite pour quelles raisons. Alors, il n'y a pas que React Native, il y a également Microsoft a sa propre plateforme de développement cross-platform, ça s'appelle Xamarin. En fait, Xamarin ou Xamarin, donc c'est une technologie qui est utilisée, qui est basée sur le langage C#, mais en utilisant le framework .NET. Donc, ça veut dire que les adeptes, les gens qui ont l'habitude d'utiliser la technologie .NET, donc souvent ils vont préférer utiliser Xamarin pour utiliser donc ce langage-là pour développer des applications mobile cross-platform. Et après, la troisième technologie qui me semble la plus intéressante, c'est la technologie qui a été créée, ça fait quelques années, c'est très récent, ça fait 2-3 années, qui a été créée par Google. Enfin, c'est une technologie qui s'appelle Flutter. Alors Flutter, c'est un framework qui permet également de développer des applications mobile cross-platform, c'est-à-dire développer une application pour différentes plateformes et particulièrement pour le système Android et iOS. Alors généralement le système Windows Phone jusqu'à présent en fait à l'instant, c'est-à-dire ces technologies-là React Native et Flutter ne s'intéressent pas à cette plateforme Windows Phone, mais on vise souvent en fait Android et iOS d'une manière générale. Alors pour développer des applications mobile avec Flutter, il faudrait passer via un langage qui s'appelle Dart. Alors on aura l'occasion de travailler cette technologie-là. En fait, Dart, c'est un langage qui a été créé par Google en 2011. L'objectif, c'était de concurrencer JavaScript. Parce qu'on estimait que JavaScript n'est pas structuré, il n'est pas orienté objet, et que c'est très difficile de développer une grande application avec du JavaScript. Donc c'est pour cela que Google a créé ce langage Dart. C'est pour normalement être une alternative à JavaScript. Mais ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que JavaScript lui-même s'est développé avec notamment un langage qui s'appelle TypeScript. Alors, j'ai pas compris. C'est bon, monsieur, je vais accepter les gens. Ah, très bien, d'accord. Ah, tu t'en occupes, merci. Ça. Okay. Donc, je disais, donc, pour développer des applications mobile avec le framework Flutter, on a besoin d'utiliser un langage qui s'appelle Dart. Alors, ce langage Dart a été développé par Google en 2011. C'était pour concurrencer donc JavaScript, c'est-à-dire une alternative à JavaScript. Bon, ça n'a pas très bien marché parce que JavaScript lui-même il a décollé avec notamment le langage TypeScript, avec les normes ECMAScript 6. Ça veut dire que même dans JavaScript, on peut faire, avec TypeScript, on peut faire l'orienté objet, on peut structurer le code. Alors, c'est pour cela que ce langage-là, il est resté dans les tiroirs de Google jusqu'à 2015,
où en fait ils ont créé carrément ce framework Flutter qui est basé sur ce langage Dart pour développer des applications mobiles cross-platform natives qui sont ultra rapides, qui sont beaucoup plus rapides que les applications React Native et qui sont également plus rapides que les applications basées sur le développement hybride. Alors après, on va voir en détail au niveau de l'architecture, c'est quoi la différence entre ces différentes technologies. Alors en fait, le langage Dart, les gens qui ont créé le langage Dart, c'est un langage qui est basé sur le langage Java. Donc c'est-à-dire, on a pris les atouts, les avantages du langage Java, c'est-à-dire et après on va dire les avantages de JavaScript. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui a utilisé le langage Java et qui a utilisé JavaScript. Alors généralement, il n'a pas besoin de passer assez de temps pour apprendre à utiliser le langage Dart. Donc c'est un langage qui est très typiquement bien fait. Voilà, on aura l'occasion d'en parler. Alors voilà, donc ça c'est ce que j'appelle l'écosystème de développement des applications mobiles. Alors si vous allez maintenant en entreprise, dès qu'on parle développement mobile, on se pose d'abord la question: est-ce qu'on veut faire des développements natifs ou bien des développements cross-platform? Si vous faites des développements natifs, il faut se poser la question: pour Android, voilà la technologie que je vais utiliser. Pour iOS, voilà comment je vais développer. Et pour Windows Phone, voilà comment je vais développer. Donc ça nécessite 3 compétences. Parfois, c'est difficile de trouver un développeur qui maîtrise les 3, c'est-à-dire qui est très bon sur les 3 plateformes. Alors c'est la raison pour laquelle le développement mobile natif, l'avantage c'est quoi? C'est que les applications sont déjà écrites en code natif, c'est-à-dire en langage machine. Ça veut dire qu'ils sont très rapides. C'est-à-dire que les applications écrites en natif sont très rapides, c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont déjà compilés avec, c'est-à-dire le code, le langage natif du système. Mais l'inconvénient, c'est quoi? Ça coûte cher. Parce que les entreprises, vous avez besoin de beaucoup de temps pour développer les 3 versions. Alors, par contre, si vous optez pour le développement mobile cross-platform, l'avantage, c'est plus rapide, ça coûte moins cher, parce que vous faites un seul développement, vous écrivez l'application une seule fois, et à partir de votre application, vous pouvez générer la version la version Android, la version iOS et la version Windows Phone. Alors pour cela, il existe différentes technologies. Donc soit vous utilisez le développement hybride, dans ce cas-là, vous restez dans la partie HTML, CSS, JavaScript, ou bien vous faites ce qu'on appelle du native cross-platform. Alors dans ce cas-là, vous aurez besoin d'utiliser des frameworks comme React Native ou bien Flutter. Alors dans notre approche maintenant, nous allons d'abord commencer un cours sur le développement mobile natif avec Android. Parce qu'il faut comprendre le système Android, comment ça marche. Il faut savoir comment développer une application Android. C'est pas compliqué. Ça demande un seul prérequis, c'est les bases du langage Java. Donc c'est pour vous donc ça. Pardon. Alors pour vous donc ça devrait pas poser de problème. Alors une fois qu'on va faire quelques séances sur la partie donc Android, on va directement vers le développement mobile cross-platform et nous allons commencer par on va dire le dernier. Donc on va commencer par Flutter. Alors Flutter c'est l'une de, si vous voulez donc c'est la technologie actuellement la plus utilisée pour développer des applications mobiles natives. Donc une fois qu'on aurait appris à développer des applications cross-platform avec Flutter, on aura l'occasion donc de vous faire un cours sur React Native également, comme ça vous aurez une idée comment développer les mêmes applications avec React Native. Et également, vous aurez l'occasion de voir une partie de cours concernant Ionic pour développer les applications mobile hybrides. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, cet écosystème-là, on va essayer donc de l'utiliser. Donc, dans ce cours-là, vous allez apprendre pas mal de technologies, mais en même temps, le plus important, c'est qu'à un moment donné, que vous maîtrisiez une technologie comme il faut pour développer des applications mobiles pour les entreprises.
Alors maintenant, est-ce que ça c'est clair? Je reviens vers vous. Est-ce qu'il n'y a pas de questions dans cette partie-là avant de passer à la partie suivante? Oui, oui, oui. Alors, oui, oui, c'est clair, oui, parfait, oui. Alors, mais quand même, j'aimerais bien avoir une question à ce niveau-là. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans cette partie-là? Alors, celui qui veut poser la question, donc, il peut activer son microphone. Question? Ben, il faut une question pour créer des applications ioniques. Allez-y, Mehdi, tu veux... Monsieur, Oui. concernant la rapidité entre les trois. Attendez, trois donc systèmes. j'ai avec moi Myriami. Allez-y. Oui. Oui. Concernant la rapidité entre les trois systèmes. Oui. Quel est le classement de. Alors le classement c'est clair. Donc en fait, d'abord, les plus rapides, c'est les applications natives. Donc si vous faites développement natif, c'est le plus rapide. On est bien d'accord? Oui. Natif. Mais si vous êtes dans le cross-platform, maintenant, si vous êtes dans le cross-platform, c'est-à-dire que le natif, les applications natives sont beaucoup plus rapides, plus performantes que les applications cross-platform. On est bien d'accord? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, dans le cross-platform, Flutter, il est plus rapide que React Native. Et React Native plus rapide que Ionic. Donc, si tu veux, dans les performantes, la plus performante dans les applications, dans les. Alors, c'est quoi? Alors, donc, la plus performante, c'est Flutter. Donc, d'ailleurs, on sait ce que vous avez. Ouais. Après le développement. Alors, c'est qui le test? C'est qui ce test-là? C'est qui? Test. Oui, ça va. C'est Yassine. C'est Yassine. Tu me le fais, c'est de votre téléphone. D'accord. Alors, dans ce cas-là, tu essaies de désactiver ton microphone, s'il te plaît. Oui, alors, c'est téléphone. D'accord, ok. Très bien. Alors, donc, je reviens vers... Oui, Myriam, donc c'est clair? Donc, le développement natif vient le premier, après Flash. Non, voilà, exactement. C'est tout à fait. Non, tu vas dire comme ça, le développement natif, c'est-à-dire généralement, en fait, les applications natives sont souvent plus rapides que le cross-platform. C'est tout à fait normal. Parce qu'ils sont déjà écrits en langage machine de la plateforme. D'accord? C'est-à-dire que les applications natives n'ont pas besoin d'utiliser ce qu'on appelle un pont. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, les applications natives sont plus rapides que les applications cross-platform. Alors maintenant, dans l'écosystème des applications cross-platform, il y a, on va dire, en fait, l'ordre. Alors, l'ordre, c'est quoi? C'est les plus rapides, c'est Flutter. Après, il y a React Native. Après, il y a Ionic. Alors, attention, quand je vous dis rapide, ça ne veut pas dire, ça y est, vous dites, moi, je vais choisir la plus rapide. C'est pas ça. Parce que tout dépend du type d'application. Dans la majorité des applications, vous n'allez pas faire la différence ni entre l'application native que l'application avec Ionic, React Native ou Flutter, c'est pareil. La bonne partie des applications, c'est presque... Alors, je parle les performances, surtout pour les applications un peu particulières. Comme je disais, donc, quand vous voulez créer des jeux 3D, des applications qui demandent beaucoup de calcul, beaucoup d'animation, etc. Par exemple, vous avez des trucs dans lesquels vous avez besoin de faire glisser, de dessiner des choses. C'est là où il y a la différence. Donc, c'est mieux de travailler avec, dans ce cas-là, c'est mieux de travailler avec de programmation native, de développement natif. Non, mais voilà, c'est-à-dire quand il y a vraiment des cas particuliers, souvent on passe vers le natif.
n'est-ce pas? Mais dans la majorité des cas, les entreprises vont faire des développements cross-platform. Parce que c'est-à-dire ça répond, parce qu'en fait, il y a le coût de l'application également, n'est-ce pas? Parce que c'est beaucoup plus simple, et surtout avec une technologie comme Flutter, vous allez voir, parce que Flutter, lui, donc presque c'est du natif. C'est-à-dire Flutter, lui, il vous permet de générer des applications mobile natives, c'est-à-dire en termes de rapidité, il a vraiment changé la donnée. Merci. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, je travaille avec React Native. Oui. Avec Expo, la dernière version Oui. pour développer des applications React Native. Expo, oui. Il est rapide pour le développement et pour la configuration. Il est? Côté développement, côté configuration, Oui. c'est très rapide. Oui, je suis d'accord. Alors, attends, je parle pas de la rapidité de l'environnement. C'est-à-dire, si vous cherchez maintenant, au moment du développement, par exemple, si vous prenez aussi bien Flutter que React Native, vous avez un mécanisme qui est très performant, c'est ce qu'on appelle le hot reload, qui permet de recharger rapidement l'application, de tester. C'est plus pratique. C'est-à-dire c'est beaucoup plus pratique de développer des applications avec React Native et Flutter. D'ailleurs, vous allez voir Flutter, c'est pareil, que d'utiliser les autres technologies. Donc, c'est-à-dire c'est plus rapide de développer avec Flutter et React Native que par exemple des développements natifs. C'est normal. Mais par contre, quand vous développez l'application elle-même, quand vous la développez, quand vous générez la version finale, et si vous comparez la version, c'est-à-dire finale, l'application qui est installée dans l'appareil mobile, si vous comparez les performances, c'est clair, c'est que une application native, le développement natif, c'est plus, logiquement, ça devrait être plus rapide que l'application cross-platform. Et quand vous êtes dans cross-platform, il y a Flutter qui est plus rapide que React Native et plus rapide que en fait Ionic. Bon, ça c'est. Mais je parle pas donc de la rapidité dans le développement, parce qu'effectivement avec React Native c'est très sympathique. Avec Expo, c'est très rapide c'est-à-dire de livrer, de développer les applications. Tout ça vous allez le voir, mais en tout cas pour le moment, juste que vous ayez une idée. Oui. Est-ce que c'est clair? Il y a d'autres questions? Non? Oui. Il faut chercher votre chargeur de l'ordinateur, sinon... Merci. Vous allez rester. Alors, si vous ne me l'avez pas dit, donc je ne l'aurais pas fait. Alors... Oh là là. Oh. Alors, s'il vous plaît, vous écrivez un merci Yacine. C'est bien Yacine qui m'a fait cette remarque? C'est Yacine? Oui, merci. Voilà. S'il vous plaît, vous dites merci Yacine. Voilà. Parce que si on attend jusqu'à ce que la machine soit éteinte, on aurait perdu 30 minutes de cours. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Alors maintenant, si vous voulez savoir pourquoi, comment ça marche c'est-à-dire ces différentes plateformes, c'est-à-dire les applications mobile cross-platform. Alors, si vous travaillez avec le développement hybride avec Ionic, alors qu'est-ce que vous avez? Côté application, vous utilisez HTML, CSS, JavaScript. C'est-à-dire que votre code, ça va être que ça. C'est du HTML, CSS, JavaScript, vous développez votre application mobile.
Alors, tout ce qui est HTML, CSS, pour tout ce qui est la logique de présentation, c'est HTML5. Alors, sauf que vous aurez besoin d'utiliser un framework comme Ionic qui permet de faciliter la mise en forme des interfaces mobiles. En fait, Ionic, qu'est-ce qu'il vous fournit? Ionic, il vous fournit d'abord un framework JavaScript. Alors, généralement, on va utiliser Angular dans la majorité des cas. En fait, dans la version 1, la version 2 et la version 3 de Ionic, il est basé sur le framework Angular. En fait, Angular, c'est un framework JavaScript de Google qui est très connu. Donc, vous aurez l'occasion de l'étudier, vous allez l'utiliser. Mais à partir de la version 4, c'est-à-dire à partir de Ionic 4, en fait, Ionic donne la possibilité aux développeurs d'utiliser soit Angular, soit React.js, soit Vue.js. C'est-à-dire que si vous voulez faire si vous voulez utiliser Ionic avec React.js, vous pouvez le faire. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la version 4, ce n'est pas toujours obligatoire de travailler avec Angular. Mais il faut noter que dans la majorité des cas, par défaut, les développeurs Ionic utilisent Angular Framework. Donc, ça signifie que votre application, quand vous générez votre application avec Ionic, au final, qu'est-ce qui se passe? Vous allez générer une application. Par exemple, si vous générez la version Android. Quand vous générez la version Android, il va vous générer, en fait, Cordova. Rappelez-vous, Cordova, c'est un outil qu'il faut utiliser. Cordova, il va vous générer une petite application Android qui contient un élément Android qui s'appelle WebView. En fait, WebView, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un composant. Si vous faites le développement Android, supposons on voudrait créer une application Android dans laquelle, dans notre application Android, je voudrais afficher une page web. Vous voulez afficher le contenu d'une application web, d'un site web dans votre application mobile. Si vous voulez le faire dans Android, il faut utiliser un composant qui s'appelle WebView. Donc, une fois que vous lancez un WebView, à l'intérieur de WebView, vous pouvez mettre du code, c'est-à-dire vous pouvez mettre des pages HTML, c'est-à-dire des applications web. Alors, c'est ce qu'il fait Ionic. Donc, avec Ionic, vous avez une application qui va utiliser WebView, en fait, qui est le composant. Une fois que le composant WebView est démarré, en fait, WebView, c'est un composant du système Android. Une fois qu'il démarre, il va afficher la page de votre application qui s'appelle index.html. Une fois que l'application s'affiche, ça veut dire que tout ce qui s'affiche dans votre application, c'est du HTML. Alors, vous, souvent, quand vous avez des applications mobiles, vous ne faites pas la différence entre native et hybride parce que presque c'est les mêmes styles d'affichage, etc. Mais un professionnel, généralement, il peut facilement voir la différence. Quand je fais l'interaction, par exemple, je veux cliquer sur un bouton de mon application mobile. Après, j'ai besoin de faire appel à une fonctionnalité native de l'appareil mobile. Par exemple, je voudrais faire la géolocalisation ou bien je voudrais accéder, par exemple, à la caméra. Encore le Bluetooth ou, par exemple, les capteurs. Alors, si vous voulez, à partir de JavaScript, vous voyez donc, votre application, c'est du JavaScript. À partir de JavaScript, si vous voulez accéder aux fonctionnalités natives de l'appareil mobile, du téléphone, ou bien je sais pas, quand je dis l'appareil mobile, ça peut être tablette, autre chose. Ça peut être un système embarqué, etc. Ça peut être un téléviseur, ça peut être tout appareil qui fonctionne avec le système, par exemple Android, on va dire c'est les appareils mobiles. Alors, si vous voulez, à partir de JavaScript, vous voulez accéder aux fonctionnalités natives, il faut passer via un bridge. C'est-à-dire, avec JavaScript, vous utilisez un plugin Cordova. Alors, ce bridge-là, c'est Cordova. Alors, j'ai déjà expliqué tout à l'heure que le plugin Cordova se compose de deux parties. La première partie, c'est du JavaScript. C'est tout à fait normal parce qu'à partir de JavaScript, on ne peut faire appel que JavaScript. Donc, vous voyez, donc votre JavaScript fait appel à la partie JavaScript du plugin Cordova. Et la deuxième partie du bridge, c'est des codes Java. Si vous travaillez avec Android,
c'est du code Java natif. Si par exemple, si iOS, c'est Objective-C. Ça veut dire que ici, quand vous cliquez sur un bouton, vous passez via un bridge qui permet de traduire les appels JavaScript vers des appels natifs. Donc ici, il y a le pont. Avec le pont, c'est lui qui ralentit l'exécution de l'application. Ce pont-là. Parce qu'à chaque fois que vous voulez accéder à des fonctionnalités natives, il faut passer via ce plugin. Parce que ce plugin-là, c'est comme si vous appelez du code JavaScript et du JavaScript qui fait appel au code Java. Vous voyez, donc c'est un pont. Hein. Ça ralentit l'exécution de l'application. Donc, ce qui fait que, bon, si votre application, vous avez que, vous faites des recherches de données, vous envoyez des requêtes HTTP, vous récupérez des données, vous affichez, vous faites des applications classiques, dans ce cas-là, vous n'utilisez pas beaucoup c'est-à-dire le pont. Mais si vous avez une application dans laquelle vous faites beaucoup appel à la géolocalisation, vous voulez afficher en temps réel, je ne sais pas, par exemple la position géographique d'un véhicule, je ne sais pas quoi. Si vous voulez faire ça, des trucs temps réel comme ça, donc ça peut être, si vous voulez, limité. C'est-à-dire avec Ionic, c'est un peu problématique. Est-ce que c'est clair? Messieurs, oui, c'est clair, cette partie-là, cette partie Ionic. Oui, oui, oui. Question. Brahim, tu as une question. Allez-y. De quoi s'agit en fait le WebView? Alors, c'est un peu prématuré tout à l'heure. En fait, le WebView, en fait, de quoi s'agit-il? Si vous voulez, le WebView, c'est quoi en fait? En fait, le WebView, vous allez voir quand vous allez développer des applications Android, vous allez commencer à créer des boutons. Ça, c'est ce qu'on appelle les widgets, c'est-à-dire les composants du système Android, par exemple. Vous utilisez une zone de texte, un bouton, un list view. Tout ça, c'est des composants Android. Parmi les composants, il y a ce qu'on appelle WebView. C'est-à-dire, il y a bouton, il y a texte, edit text, il y a text view, il y a plein de composants graphiques qui permettent de construire en fait l'interface d'une application mobile. Et parmi ces composants, il y a WebView. C'est quoi le rôle de WebView? WebView, vous l'utilisez uniquement si vous voulez, par exemple, dans votre application mobile, vous voulez afficher des contenus web. Vous voulez afficher une page HTML, par exemple, dans votre application mobile. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit de créer un WebView, vous lui donnez l'adresse de la page, du site, par exemple, et après, vous allez voir le contenu de l'application web dans le WebView. Alors, justement, Ionic, lui, il est basé sur ce WebView-là. Ça veut dire que toute l'application qui s'exécute, il s'exécute dans un WebView. C'est comme si vous lancez, avec Ionic, c'est comme si vous lancez un navigateur web, un browser, à l'intérieur duquel vous mettez cette application. Et tout ça se fait à l'intérieur d'un WebView. Voilà. Est-ce que c'est clair, Brahim? C'est clair? Parfait. Alors, maintenant, en fait, la technologie en fait, Ionic, c'est comme ça qu'il se base. Donc, de toute façon, on ne va pas rentrer dans des détails maintenant, je vous donne juste en quelque sorte, grosso modo, donc, ce qui se passe. Alors, si vous travaillez avec React Native ou bien Xamarin, en fait, l'approche, elle est différente. Pourquoi? Parce qu'avec React Native, tout le code que vous écrivez, c'est du code JavaScript. Et vous allez vous baser sur un framework qui s'appelle React.js. Ça veut dire qu'avec React Native, vous n'utilisez pas du HTML, ni du CSS. Tout ce que vous faites, c'est vous écrivez votre application avec du JavaScript, mais en utilisant le framework React.js. Alors, bien sûr, quand vous aurez appris quelques concepts sur React.js,
forcément, vous allez voir que comment on pourra faire ça pour développer des applications React Native. Donc, c'est du JavaScript. Alors maintenant, avec du JavaScript, en fait, React Native, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé un ensemble de librairies JavaScript, un ensemble de composants, ce qu'on appelle les web components, c'est des composants web, avec du JavaScript, qui permettent à votre application de construire la logique présentation. C'est-à-dire que tout l'affichage que vous utilisez, il est basé sur des composants React Native. C'est-à-dire vous aurez un bouton React Native, une zone de texte React Native, vous trouverez list view React Native, vous trouverez tout ce que vous voulez avec du React Native. Alors que ici, c'est quoi? Tout ce qui est l'affichage, c'est du HTML. Mais là, c'est du React Native. C'est-à-dire tout ça, c'est des composants redéveloppés par React Native. Mais la même chose, cette fois-ci, donc avec React Native, on ne va pas utiliser le WebView. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'exécute mon application React Native, bon, il utilise du JavaScript, mais après encore, ces composants JavaScript, on a besoin de les traduire en composants natifs. Ça veut dire quoi? Si vous travaillez avec React Native, si vous voulez créer un bouton, vous utilisez un bouton React Native, vous le créez. Mais quand vous exécutez votre application, votre bouton React Native, c'est du JavaScript, il va être remplacé par un bouton natif de Android, si vous travaillez sur Android. Si vous travaillez dans iOS, ça va être un bouton natif iOS. Ça veut dire que ce qui s'affiche avec les applications React Native, ce n'est pas du HTML. Ce qui s'affiche, c'est des composants natifs. C'est-à-dire l'interface, les éléments de l'interface que vous voyez avec une application React Native, c'est les mêmes composants graphiques qui sont utilisés dans une application native Android. Mais si vous travaillez dans une application, si vous exécutez dans un système iOS, ça va être les composants iOS. Ce qui signifie que l'interface de votre application, tout ce qui s'affiche au moment de l'exécution, c'est des composants natifs. Mais la même chose, au moment de l'exécution, il faut toujours passer via un bridge. Et ce bridge-là, c'est quoi en fait? Il va faire la conversion des appels JavaScript, c'est-à-dire un composant JavaScript, il faut le remplacer par un composant natif. Quand il s'agit d'Android, quand il s'agit de iOS, ça va être son propre composant natif, etc. Donc ça veut dire que même avec React Native, il faut passer via un bridge. Et ce bridge-là, c'est tout simplement c'est du JavaScript qui va se charger de faire cette opération de mapping entre les composants natifs React Native et les composants natifs du système. Alors, ce qui fait que pour interagir la même chose avec les composants natifs, il faut passer via ce bridge-là qui va faire ce travail. Donc, ce qui fait que même avec React Native, vous avez toujours un bridge qui va lui faire, c'est-à-dire au moment de l'exécution, il traduit tout ce qui est JavaScript vers le code natif. Comme ça, il fait fonctionner son application. Mais ce qu'il faut noter pour vous, parce que peut-être les détails, bon, on viendra par la suite sur les détails, ce qu'il faudrait noter pour vous, c'est quoi? C'est que si vous travaillez avec Ionic, tout ce qui s'affiche, c'est du HTML, CSS, votre interface, c'est du HTML, CSS. Mais si vous travaillez avec React Native, au moment de l'affichage, c'est des composants natifs du téléphone qui s'affichent. Donc, ce qui est logique, que ces composants-là, avec React Native, ça va être plus rapide que les composants HTML. Parce que HTML, il se trouve dans un WebView. Et à partir de WebView, quand vous cliquez sur un bouton, vous appelez du JavaScript qui va passer via un bridge pour aller vers les composants natifs. Alors, globalement, c'est pour cela que React Native, il est beaucoup plus performant que, en fait, c'est une approche relativement qui donne plus de performance par rapport à Ionic dans un certain nombre de circonstances, bien sûr. Alors, le troisième, c'est Flutter. Alors, Flutter, c'est complètement différent. C'est que lui, donc, il a apporté une nouvelle chose. C'est que, bon, Flutter, lui,
quand vous développez, vous écrivez votre application avec Dart, ce langage. Et si vous la compilez, votre application elle est compilée directement dans le code natif. C'est-à-dire il n'y aura pas de pont. Avec Flutter, vous écrivez votre application une seule fois avec Dart, et à partir de votre application, vous pouvez générer la version native Android et la version native iOS. Donc ça veut dire que le résultat obtenu, c'est des applications natives. Alors la grande différence encore, c'est quoi? C'est qu'avec Flutter, Flutter, lui, il a développé tout ce qui est les éléments de l'interface, c'est-à-dire tout ce qui est l'affichage, les boutons, les ondes de texte, les listes, tout ce que vous voulez. C'est des composants qui sont développés par Flutter. Ça veut dire qu'au moment de l'affichage, quand vous exécutez une application, Flutter, qu'est-ce qui s'affiche? Ce qui s'affiche, c'est des composants natifs qui sont développés par Flutter. Et non pas des composants de l'OS. Ça veut dire quoi? Si vous créez un bouton dans une application Flutter, vous utilisez un bouton Flutter. Et au moment de l'exécution, c'est Flutter qui va dessiner ce bouton. C'est-à-dire, on utilise, c'est des boutons natifs de Flutter. Alors, ce qui fait que, en fait, Flutter, lui, il n'a pas besoin d'utiliser un pont pour traduire ces composants en composants natifs. Pourquoi? Parce que ces composants, ils sont déjà en code natif. C'est-à-dire, ils sont déjà développés, ils sont déjà compilés en code natif. Donc, ce qui fait, avec Flutter, quand vous exécutez votre application sur le système Android, vous allez voir un affichage Flutter. Et si vous l'exécutez sur une plateforme iOS, vous allez voir un affichage Flutter. C'est-à-dire c'est le même affichage qui va se produire aussi bien sur Android que sur iOS. Pourquoi? Parce que Flutter, lui, il se base sur les composants natifs qu'il a développés lui-même. Donc vous n'aurez plus besoin, soi-disant, d'exploiter les composants graphiques qui sont fournis par le système. Alors ça, c'est la grande différence qui a été apportée par Flutter par rapport aux autres. Donc c'est pour cela que Flutter, il est beaucoup plus rapide, aussi bien au moment du développement, parce que c'est plus simple à développer les applications mobiles avec Flutter. Et en même temps, au niveau performance, les applications Flutter sont plus performantes. Alors voilà donc une récapitulation donc, de ces trois approches. Donc je répète, le développement hybride ionique, il est basé sur tout ce qui est le rendu, c'est du HTML, CSS, des composants WebView pour la logique présentation. Il utilise du JavaScript pour exécuter les traitements et pour accéder aux fonctionnalités natives, on fait appel à un bridge et ce bridge là c'est des plugins Cordova. React Native, lui, il utilise ses propres composants pour la logique présentation. Ils sont développés en JavaScript. Mais au moment de l'exécution, ils vont être mappés, ils vont être traduits en composants natifs de l'appareil mobile. Ça veut dire qu'il faut passer via un bridge qui fait cette opération-là. Il utilise JavaScript pour les traitements et le framework React.js c'est-à-dire pour tout ce qui est la logique traitement. Donc, il utilise un bridge JavaScript pour pouvoir accéder aux fonctionnalités natives. Alors, pour Flutter, il utilise ses propres composants natifs pour la logique présentation. Donc, Flutter utilise son propre moteur de rendu. Il y a l'application qui permet de faire l'affichage. Il a développé son propre moteur de rendu qui est d'ailleurs basé sur une technologie qui s'appelle Skia, qui est développée par Google, qui est très rapide, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment. Il utilise des composants natifs, tout ce qui est la logique applicative, ça veut dire que tout ce que les traitements, c'est pas du JavaScript, c'est du code natif. Et il utilise donc, soi-disant, ce qu'on appelle un channel, qui permet de communiquer avec les composants natifs, c'est-à-dire les fonctionnalités natives du smartphone. Voilà. Alors ça c'est
on va dire, ça c'est l'introduction, c'est une introduction vers l'écosystème des technologies de développement mobile. Alors maintenant, avant de passer, parce que l'étape suivante, c'est quoi, on va dire, maintenant on a une idée générale sur le développement mobile, comment ça se passe. Alors après, il va falloir apprendre technologie par technologie. Et la première avec laquelle on va commencer, c'est Android. Donc nous allons commencer à voir Android, le système Android, comment l'utiliser, quels sont les outils qu'il faut installer et configurer pour développer des applications mobile natives Android. Mais avant de passer à l'étape suivante, donc si vous voulez, on va faire si vous voulez, une série de questions, si vous avez des questions sur cette partie-là. Et après, on va prendre une petite pause. Et après, par la suite, on va reprendre la partie développement natif. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok? Ok. Très bien. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions concernant cette partie-là? C'est bon? En termes de maintenance, la mise à jour. Alors, je reprends ta question. Alors, Mohamed Bouzahar, donc, il pose la question. Donc, en termes de maintenance, la mise à jour, le coût et le nombre d'utilisateurs, c'est Flutter qui est classé numéro 1. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi le nombre d'utilisateurs? C'est-à-dire de la technologie Flutter? Alors, je dois vous dire une chose, c'est que il y a 2 années, Flutter n'existait pas. C'est que Flutter, la première version, c'est en fait 2015. Donc, si vous regardez l'évolution de Flutter depuis 2015 jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la première version, pratiquement c'est 2018, c'est-à-dire la version 1, parce qu'avant c'était des versions 0.x. Donc, si vous regardez depuis 2018 jusqu'à 2020, c'est les 2 dernières années, c'est que Flutter, c'est-à-dire beaucoup de développeurs vont plutôt adopter la technologie, si vous voulez, Flutter, mais ça veut pas dire que maintenant le nombre de développeurs qui utilisent Flutter est plus grand que, par exemple, le nombre d'utilisateurs de Ionic. Si vous regardez bien, la technologie la plus ancienne, la plus, on va dire, mature, c'est Ionic, parce que c'est la plus ancienne. Il a été déjà utilisé pour développer beaucoup d'applications, ça fait beaucoup de temps, c'est la plus mature. Par la suite, il y a React Native, et après il y a Flutter. Parce que Flutter, c'est une nouvelle vague de technologie de développement d'applications mobiles. Mais à mon avis, donc, sûrement, ça doit être la solution de développement mobile pour le futur. C'est clair? Si vous avez une question. Oui. Non. Quelle est la meilleure technologie utilisée pour les applications synchrones et asynchrones? Alors ça, de toute façon, pour tout ce qui est les applications synchrones, asynchrones, les applications real-time et tout ça, pratiquement avec toutes les technologies, vous pouvez atteindre les mêmes résultats. Ok? C'est-à-dire à ce niveau-là, bon, ça peut que vous utilisez Ionic ou React Native ou bien Flutter, toutes ces technologies, ce qu'on appelle des technologies réactives.
sont réactifs. Dans la manière de développer, on fait ce qu'on appelle la programmation réactive. Donc, ça veut dire que de ce côté-là, il n'y a pas de préférence. Donc, généralement, plutôt, c'est... Des bibliothèques. Oui, mais il y a tout. Dans toutes les technologies, moi, je vais vous dire une chose parce qu'après, vous allez voir, en termes de facilité de développement, alors sans doute, vous allez voir que pour quelqu'un qui travaille avec Flutter, il va vous dire, bon, je préfère Flutter parce que c'est plus simple, c'est plus efficace, c'est plus rapide, etc. Donc, c'est une approche un peu particulière. Alors, pour les gens qui travaillent, qui sont dans le domaine du web, développement web généralement, et qui utilisent déjà, par exemple, React.js, alors si vous êtes un développeur web et que vous avez déjà l'habitude de maîtriser React.js, vous l'utilisez dans votre développement web, il serait préférable peut-être d'utiliser React Native. Parce que le coût d'apprentissage, c'est-à-dire la maîtrise de la technologie, c'est rapide. Parce que là, vous êtes déjà dans l'écosystème React Native, n'est-ce pas? Alors, pour ceux, par exemple, qui utilisent le développement web, mais en utilisant le framework Angular, par exemple, alors il vaudrait mieux utiliser Ionic. Donc, vous voyez, donc c'est-à-dire les entreprises généralement, ben, ils vont plutôt donc faire le choix en fonction c'est-à-dire de leurs acquis. Ben, il y en a ceux qui vont préférer rester sur Ionic, il y en a d'autres qui vont préférer travailler avec plutôt React Native, il y en a d'autres qui vont dire tiens, hein, je vais carrément basculer vers Flutter. Mais de toute façon, Flutter, c'est tout un écosystème parce qu'après, vous allez voir qu'avec Flutter, on peut développer même les applications desktop. On peut également faire des développements web. Même le framework Angular. Il y a une version Angular basée sur le langage Dart. Donc, ça veut dire, Flutter, c'est vraiment c'est quelque chose qui va faire les 2 dernières années déjà. Il apparaît comme, on va dire, la technologie plus novatrice à ce niveau-là, mais au futur, donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Hein. À mon avis, pour quelqu'un qui fait des études de développement mobile, ben, il devrait faire tout ça. Mais après, quelle est la technologie que vous allez, pour vous, quelle est la technologie au final que vous allez utiliser pour développer des applications pour des entreprises? Alors, vous allez voir, d'ici quelques séances, vous serez capable de répondre à cette question. Ne cherchez pas à avoir dès la première, n'est-ce pas? Parce qu'il faut expérimenter le développement natif, il faut voir ce que c'est, il faut voir maintenant les détails sur le développement, c'est-à-dire Flutter, il faut voir React Native, il faut voir tout ça. Mais après, vous allez voir vous-même de toute façon, quelles que soient les technologies, vous pouvez résoudre tous les problèmes. Bon. Après, ce que je vous disais, donc la préférence, ça peut être le temps de développement, c'est-à-dire la rapidité d'exécution de l'application, ça peut être un critère. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. C'est clair? Oui, merci. D'autres questions? Ben voilà. Donc on peut dire que la première partie, c'est clair. Il y a une question, il y a Fatima Mstio, n'est-ce pas? Oui. Question? Non. Alors, juste, Fatima Mstour, il a activé son microphone. Ok. Parfait. Alors, vous voulez qu'on prenne maintenant une pause de 15 minutes? Ok? Prenez votre café. Alors, moi, je prends le mien. Et peut-être, donc, on va se retrouver, on est donc à 16h. Alors, à 16h, donc, je vais passer directement vers le développement mobile natif Android. On va maintenant travailler les détails de l'aspect pratique de la chose. C'est OK? Ok. Très bien. Voilà. Donc, on va se retrouver donc dans 15 minutes. Donc, à 16h. 16h, on va faire la suite.
Allez, allez-y. Merci. À tout à l'heure.